Salam alaikum, Az-Zulflaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par l'adoption d'une résolution d'urgence, jeudi le 11 mai, par le Parlement européen lors d'une séance plénière à Strasbourg, qui condamne les atteintes croissantes à la liberté de la presse en Algérie. Le Parlement européen a adopté la résolution à une très large majorité, 536 voix pour, 4 contre, 18 abstentions. La résolution d'urgence du Parlement européen s'inquiète de la détérioration significative de la liberté de la presse en Algérie depuis les manifestations du Hirak en 2019 et du harcèlement dont sont victimes les journalistes, dont le journaliste Ihsan El-Qadi, directeur de Radio M et de Maghreb Émergent. Les parlementaires européens appellent vivement à la libération du journaliste qui est en détention depuis fin décembre, condamné en cela à 5 ans de prison, dont 3 fermes, le 2 avril 2023. La résolution appelle les autorités algériennes à modifier les accusations liées à la sécurité dans le code pénal utilisé pour criminaliser le droit à la liberté d'expression. La résolution dénote que depuis les manifestations dites du Hirak en 2019, la situation de la liberté de la presse s'est considérablement dégradée en Algérie. Les autorités bloquant de plus en plus de sites d'information et de publications critiques à l'égard du gouvernement. Le Parlement demande instamment à toutes les institutions de l'Union européenne et aux États membres de condamner ouvertement la répression de la liberté de la presse en Algérie, tout en appelant la délégation de l'Union et les ambassades des pays de l'Union européenne à demander l'accès aux journalistes emprisonnés et à assister au procès. Enfin, les députés veulent que les autorités algériennes garantissent l'autorisation de visa et d'accréditation aux journalistes étrangers, ainsi que leur liberté d'exercer. Cette résolution n'est pas passée inaperçue et a fait réagir le Conseil de la Nation et l'APN à travers l'organe de presse du pouvoir, l'APS, qui a condamné cette résolution, la qualifiant d'un dérapage dangereux, qui constitue une immixtion éhontée dans les affaires internes d'un État souverain. La Chambre haute du Parlement rappelle que l'Algérie est un pays qui n'accepte point de diktat ou de prétoctorat. Oublions au passage que l'Algérie a signé des accords d'association avec l'Union européenne. Dans le même mot d'ordre, l'édito de la revue El Jaish est revenu cette semaine sur la décennie noire ou rouge, en titrant le peuple algérien ne se laissera pas leurrer par 2 fois. Et je cite l'édito, l'extrémisme violent est un phénomène dangereux qui, en de nombreuses occasions, est la source du terrorisme, car il compromet la paix, la sécurité, le développement durable et les droits de l'homme. Et aucun pays ne peut être à l'abri de ces effets funestes. Notre pays, durant les années 90 du siècle dernier, a eu à faire face à l'avènement de ce phénomène étranger à notre société, connu pour sa modération et sa tolérance, et la mutation de cet extrémisme violent en terrorisme. Pendant une décennie entière, l'Algérie a mené seule une guerre féroce contre le terrorisme et fait face à une stratégie malveillante visant le démantèlement de l'État, qu'elle a réussi à vaincre et à éliminer grâce aux grands sacrifices consentis par l'armée nationale populaire et les différents services de sécurité, avec le soutien du peuple. La question qu'on doit se poser, bien sûr, pourquoi les années 90, le terrorisme revient souvent comme un épouvantail chaque fois que le régime est en situation de crise.
rétro-info de la semaine. On va revenir sur l'actualité de la semaine ou les événements qui ont marqué l'actualité cette semaine. Bien sûr, on va revenir sur cette résolution du Parlement européen qui a fait couler de l'encre, mais aussi qui a fait aussi réagir le Conseil de l'État, le Sénat algérien, mais aussi le Parlement algérien d'un côté. Et on va revenir sur l'édito Al-Jaish. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Bouhalfa Ben Ma'ammar, militant politique, membre de Riposte International. Il sera avec nous depuis Paris via Skype et je pense qu'il est avec nous aussi. Bouhalfa Ben Ma'ammar, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bouhalfa, on ne vous entend pas. Je pense qu'il y a un petit souci de son. Oui, pardon, c'est fort. Bonsoir Nassar, bonsoir à vos invités et tous vos téléspectateurs et merci encore une fois pour l'invitation. Merci Bouhalfa. Comme j'aurai le plaisir aussi d'accueillir Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il est avec nous depuis Paris par téléphone. Abdou Semmar, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Abdou. Bonsoir Nassar, mes salutations à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Maghrébia. Merci beaucoup Abdou, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura le plaisir aussi d'accueillir Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, il sera avec nous depuis Alger, mais aussi Nourdine Aoussat, écrivain, conférencier. Il sera avec nous par Skype depuis Paris. Je vais commencer cette émission avec vous Abdou, sans tarder, sur la question bien sûr qui a fait couler de l'encre cette semaine, c'est la résolution du Parlement européen, condamnant bien sûr la situation des libertés et l'emprisonnement des journalistes en Algérie. Abdou Semmar, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette résolution, mais aussi la réaction, si on peut dire, pas des autorités algériennes, mais de Sénat algérien, le Conseil d'État, le Sénat algérien, pardon, et le Parlement algérien. Votre réaction, Abdou ? En fait, Nassar, il faut dire la vérité, les autorités algériennes ont réagi. N'oublions pas que l'APS, elle a publié une dépêche incendiaire très violente. L'APS, l'agence de presse gouvernementale, elle est considérée comme le bras médiatique du gouvernement algérien et comme l'organe médiatique du régime algérien. Donc c'est une réaction de l'APS, est une réaction officielle qui accuse d'ailleurs le Parlement européen d'être un parlement de corrompus, de corrupteurs, au service du Maroc, du Makhzen, et toutes les insultes classiques auxquelles nous a habitués la propagande algérienne à chaque fois que le régime algérien est critiqué, il est dénoncé. Ça, c'est un point. Deuxièmement, cette résolution, elle était attendue. Je vous rappelle un élément important, qu'elle était bloquée au mois d'avril par des députés français qui ont bloqué sciemment cette résolution pour faire plaisir à Abdelmajid Tebboune, parce qu'Abdelmajid Tebboune devait venir en France entre le 2 et le 5 mai dernier. Il n'est pas venu. Du coup, le Parlement européen a reprogrammé cette résolution pour le 11 mai. Donc, elle était prévue depuis le mois d'avril. Elle était prévisible. Et ce qu'elle dit, elle est vraiment sévère et violente, mais elle est à la hauteur de l'ampleur de la répression et des violations des libertés fondamentales en Algérie. Donc elle correspond à une situation malheureusement sinistre. Et moi, ce que je note, Nassar, je ne sais pas si vous m'entendez, Je vous entends très très bien, Abdou. Ce que moi j'ai noté, c'est l'hypocrisie, encore une fois, de la propagande du régime algérien. Il y a au mois de janvier, de février, de mars, le Parlement européen était considéré comme une source crédible, comme une référence, comme elle était citée jour et nuit lorsque le Parlement européen condamnait le Maroc pour le scandale de corruption Marocco-Gate qui implique des hauts responsables marocains avec des députés, avec des parlementaires européens. Mais lorsque ce même Parlement européen dénonce et déplore et dénonce le régime algérien, et ben il devient un Parlement qui n'est pas crédible, qui est corrompu, qui est corrupteur, qui n'est pas sérieux. Voilà, comme je l'ai dit moi dans une émission diffusée sur Algérie Part, halal pour le Maroc mais haram pour l'Algérie. Quand le Parlement européen critique le Maroc, il est halal, quand il critique l'Algérie, il est haram. Donc nous sommes face à une démonstration d'hypocrisie. Mais il y a la question aussi qui est posée, Abdou Semmar, quand vous dites que les autorités algériennes ont réagi, mais jusqu'à maintenant aucun communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Oui, comme le ministère des Affaires étrangères n'a pas réagi, mais l'APS, ça je rappelle, est une agence de presse étatique gouvernementale qui relève du ministère de la Communication, qui est le porte-parole du gouvernement algérien. Les PS ne sont pas écrits par la direction de l'APS. On sait tous que c'est la direction de communication et de presse de la présidence de la République, du palais présidentiel de Mouladia, qui envoie et qui dicte certaines dépêches et qui envoie les textes de certaines dépêches à l'APS. Ça, on le sait. C'est l'équipe qui est dirigée par Boualem. C'est l'équipe dirigée par Boualem qui rédige certaines même dépêches très violentes, très politiques, qui ont un message politique à délivrer à l'étranger, sont écrites par le premier conseiller d'Al-Majid Tebboune, qui est Boualem. Donc l'APS, c'est une réaction officielle. Après, le ministère des Affaires étrangères n'a pas réagi pour le moment, mais je pense qu'ils ne vont pas tarder à réagir. De toute façon, ils vont dire quoi ? Le Parlement européen, il est souverain, il a constaté des faits qui sont sérieux, qui sont là. Il y a des détenus politiques en Algérie, Qadi Hissène est en prison, il y a une affaire, il y a plusieurs affaires de détention arbitraire. Le Parlement européen, juste la seule nouveauté qu'il apporte, c'est qu'il demande aux États membres, aux représentants des États membres, aux ambassadeurs des États membres de l'Union européenne en Algérie, de demander l'accès, de rencontrer les journalistes algériens emprisonnés dans les prisons algériennes et d'assister à leur procès. Ça, c'est une nouveauté et ça, c'est une pression très intense que l'Europe exerce sur l'Algérie et l'Union européenne refuse d'avoir un voisin qui semble dans une dictature de plus en plus inquiétante et de plus en plus absolutiste. Et les mots qui ont été utilisés dans cette résolution, Abdou Sammar, et là je vous cite un exemple, incitent donc les délégations de l'Union et les ambassades des États membres en Algérie à demander à avoir accès aux journalistes emprisonnés à pouvoir observer leur procès. Mais aussi, à notre point, charge sa présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission, aux représentants de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'au gouvernement et au Parlement des États membres et de l'Algérie. Demande qu'elle soit traduite en arabe. Est-ce que vous pensez que c'est une résolution qui est forte de sens? Bien sûr, on sait très bien qu'elle n'est pas obligée d'être appliquée, entre guillemets, si on peut dire. La symbolique de ces mots et de cette résolution, Abdou Sammar. Oui, effectivement, Nasser, le Parlement européen, il a un statut. Il n'a pas les pleins pouvoirs. Il ne remplace pas les parlements, il ne remplace pas encore les parlements locaux, mais il a certaines prérogatives, parmi lesquelles de faire des recommandations et de demander des comptes à la Commission européenne et au Conseil de l'Europe et de leur demander d'adopter des politiques qui vont dans le sens de certaines revendications du Parlement des eurodéputés. Il a des pouvoirs limités, c'est-à-dire que cette résolution, elle n'a pas un caractère obligatoire, mais elle a un caractère de recommandation et il a une forte influence. Donc c'est vrai que c'est plus que symbolique. Moi je dirais qu'elle est vraiment très politique. Elle n'est pas symbolique. C'est une dénonciation, c'est une condamnation sévère du régime algérien qui, encore une fois, qui est idiot. Parce que depuis le début de l'année 2023, le Parlement européen ne se concentrait que sur le Maroc. Ne dénonçait et le Maroc recevait toutes les salves et tous les missiles qui étaient lancés par le Parlement européen. Le Parlement européen était en guerre contre le Maroc depuis l'éclatement du Qatar Gate et du Maroc Gate en décembre 2022. Le régime algérien qui a surfé sur cette vague anti-marocaine du Parlement européen aurait pu se montrer plus intelligent en ne pas attirant les projecteurs des députés européens concernant ses propres dérives. C'est-à-dire que si le régime algérien n'avait pas mis en prison Qadi Hissène, il n'avait pas accéléré la machine de la répression, le Parlement européen aurait continué de dénoncer, aurait continué de s'occuper uniquement du Maroc. Mais là, le régime algérien a fourni un prétexte, une opportunité historique pour que le Parlement européen rééquilibre les rapports entre l'Algérie et le Maroc et pour que le Parlement européen gagne encore plus en crédibilité en démontrant que lui, il dénonce tous les régimes autoritaires qui n'ont de problème avec le Maroc, qui n'a pas de problème particulièrement ou personnel avec le Maroc, mais qu'il est dans une logique, dans une démarche globale et globalisante. C'est le régime algérien qui a causé cette situation. يعني هما راحوا جابوا العمرهم راحوا جابوا العرب والعيب كما نقولوا احنا بالجزائريه.
Très bien. C'est vrai qu'il y avait des communiqués aussi faits par l'APS qui se réjouissaient, entre guillemets, par rapport donc à la condamnation quand il s'agit du Maroc. Mais revenons donc sur cette condamnation du Conseil de la Nation, mais aussi du Parlement algérien. Comment vous avez trouvé donc ces condamnations? Vous avez parlé d'hypocrisie, Abdou Semmar, mais les mots qui ont été utilisés, on parle bien sûr d'émiction dans les affaires internes de l'Algérie. Allô? Oui, Abdou Semmar, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, là, je vous entends. Oui, mais là, encore une fois, on a un décalage. C'est-à-dire que lorsque le Parlement européen dénonce le Maroc, le régime algérien, il attaque le Maroc, il condamne le Maroc. Le régime algérien n'estime pas qu'il s'agit d'une ingérence dans les affaires internes du Maroc. Mais lorsqu'il dénonce l'Algérie, la répression d'Algérie, c'est une émiction. C'est encore une fois une forme d'hypocrisie. Le régime algérien est dans une... Il y avait un épisode, encore une fois, l'incarcération de Qadi Hussein a été une maladresse qui démontre la médiocrité et l'amateurisme du régime algérien. C'est un régime amateur. Il se met lui-même comme ça, sans qu'il soit provoqué, sans qu'il soit titillé par ses adversaires, il se met dans des situations périlleuses. C'est-à-dire, encore une fois, je vous assure que si le régime algérien n'avait pas mis en le Parlement continuait à s'occuper uniquement du cas marocain et l'Algérie aurait tiré profit sur le plan géostratégique en disant que voilà, le régime qui cause problème en Afrique du Nord, c'est pas le régime algérien, c'est le régime marocain. Maintenant, les réactions du Parlement algérien. Vous savez, le Parlement algérien, le Conseil de la Nation, qu'est-ce que ça pèse? Qui donne de la crédibilité à ces institutions fantomatiques qui n'ont aucune légitimité? Quel Parlement algérien a été voté par même pas 20% de la population? Le Conseil de la Nation, le tiers du Conseil de la Nation, il est nommé, c'est des membres nommés par le président de la République, ils ne sont même pas élus. Donc c'est des institutions fantomatiques qui n'ont aucun poids. Elles réagissent pour faire semblant que voilà, il y a l'État qui désapprouve, qui fait face aux pressions européennes, qui fait etc. Et le plus débile, la réaction de l'APS, elle est quand même débile. Elle dit que c'est les réseaux du Makhzen qui sont à l'origine de cette résolution. Qui fait que le Makhzen est à l'origine de la résolution alors que le Makhzen lui-même il a été dénoncé en décembre 2022, en janvier 2023 et en février 2023 par le Parlement européen. Comment il peut accepter? Mais il faut voir, on a des gens qui ne réfléchissent pas. L'État algérien est devenu un magasin d'alimentation générale. Sur le boutique à virage. Les chips. Normalement, il y a des gens qui réfléchissent. Très rapidement, Abdou Semmar, sur la question maintenant qui a été soulevée aussi, vous en avez parlé par rapport à la visite de Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que vous pensez qu'il y aura problème par rapport à cette visite après cette résolution? Il y aura certainement un problème. La visite d'Abdelmadjid Tebboune en France, elle est problématique. Si Qadi Hussein n'est pas libéré, Reporters sans frontières vont perturber la visite, vont organiser des rassemblements, des associations de défense des droits de l'homme vont réagir, des députés français vont dénoncer. Oui, cette visite, elle est problématique. Elle risque de ne pas avoir lieu. Moi, je suis encore sceptique. La date, d'ailleurs, n'a pas été fixée. On parle après le 18-19 juin, on parle de fin juin. Or, c'est fin juin et juillet. Je vois mal Tebboune venir après début juillet, ce sera trop tard. Il y aura le 5 juillet en Algérie, le 14 juillet en France. Les agendas sont complets. Pour moi, cette visite, elle est encore problématique. Elle n'est pas encore certaine, parce que Tebboune est dans une situation périlleuse. Il est impopulaire, c'est un régime de plus qui a une très très mauvaise image en Occident et à l'étranger. Il y a le problème avec les Russes, les relations avec les Russes, le problème avec l'Arabie Saoudite, le problème avec le Maroc, le problème avec les organisations de défense des droits de l'homme et les ONG internationales. C'est un régime qui est blacklisté, qui a une très très mauvaise image et qui malheureusement n'est pas encore considéré comme fréquentable. Donc ça va être difficile d'organiser cette visite dans un contexte comme celui-là. Si libère pas Qadi Hussein ou Mustafa Benjema, si Tebboune ne fait pas un geste d'apaisement, je peux vous dire que cette visite sera vraiment compromise. En tout cas, elle ne se déroulera pas dans les conditions idéales qu'espère Tebboune. Et pourtant, Khaled Drani a été reçu dans la journée de la presse, Abdou Semmar. Allô? Oui,
Abdou Malbesh, Khaled Drani, puisque juste pour aller dans le sens de ce que vous êtes en train de dire dans la question de l'apaisement, Khaled Drani aussi, il a été reçu dernièrement dans la journée de la presse. Oui, mais ça a été une erreur. Maintenant, on voit bien les résultats, mon cher ami. Ça a été une erreur et c'est une maladresse de la part de Khaled Drani. C'est pas Tebboune qui voulait. Ce n'est pas Tebboune qui a invité Khaled Drani. C'est Khaled Drani lui-même qui a fait un excès de zèle et qui a pensé, sous la pression et sous la mauvaise influence de certains de ses conseillers, de certains conseils, et il a traité avec Kamal Sidi Saïd, le responsable de la direction de la communication de la présidence. On lui a fait croire que Tebboune sera attentif. Et voilà, Khaled Drani est un naïf, est un grand naïf. Il lui a répondu. Tebboune, le 3 mai, 2 jours après, il y a eu la fameuse interview avec les patrons de presse algériens. Pour lui, Qadi Hassan n'est pas journaliste, il n'est pas en prison pour du journalisme, il a touché de l'argent depuis l'étranger, il a aggravé le cas. Khaled Drani a fourni un prétexte de légitimité pour légitimer Tebboune. Il a démontré qu'il est. En fait, Khaled Drani a été utilisé. Il a été utilisé comme faire valoir. En tous les cas, Khaled Drani a donné ses raisons aussi. Merci beaucoup, Abdou. Le régime a dominé le Hirak. Abdou, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci pour ton temps, Abdou Semmar, journaliste et directeur d'Algérie Parti. Il était avec nous depuis Paris par téléphone. Boukhalifa Ben Ma'ammar, désolé, je vais revenir à vous sur cette question, bien sûr, de la résolution du Parlement européen. Vous avez entendu l'analyse d'Abdou Semmar. Qu'est-ce que vous en pensez, Boukhalifa Ben Ma'ammar, surtout que les mots qui ont été utilisés dans cette résolution sont très forts. Ils condamnent l'Algérie, la situation des droits de l'homme. Ils appellent aussi à la libération immédiate de Hassan El-Qadi et de tous les journalistes. Boukhalifa Ben Ma'ammar. Alors, comme l'a souligné Abdullah il y a tout à l'heure, il faut rappeler quand même quelles sont les prérogatives de ce Parlement. C'est juste une résolution, mais qui au fond, n'a rien d'obligatoire. Ce n'est pas le Parlement européen qui est en relation avec l'État algérien, c'est la Commission européenne. Donc à ce moment-là, c'est un peu plus technique. Là, vous avez un Parlement qui a pris position à plusieurs reprises 2 ou 3 reprises sur la question, mais ça ne revêt aucun caractère obligatoire, si ce n'est des vœux pieux. Parce que quelle est la part de la pression réelle que peut avoir le Parlement européen ? Je dirais pas grand-chose. Ça a été fait, donc ça fait un peu de bruit. Ça permet à des députés de faire valoir des points de vue. Donc il y a un travail de lobbying qui est fait, sur lequel il faudra peut-être revenir. Parce qu'il y a pas mal de variables d'ajustement géopolitique sur lesquelles il faudra que les personnes qui veulent le changement en Algérie prennent en compte. C'est extrêmement important. Et aussi, c'est les éléments sur lesquels c'est basé la déclaration du Parlement qui sont intéressants à voir. Mais au-delà du fait que ça a été fait, moi je suis quelqu'un quand même d'assez sceptique sur l'étendue et les implications d'une telle déclaration. Il y en a eu dans un passé pas très lointain et ça n'a pas abouti à grand-chose. Je reste persuadé que l'Algérie, même si elle a réagi un peu de manière assez gauche par sa chambre haute ou sa chambre basse, peu importe. Donc ils sont un peu dans le même pathos. D'ailleurs, vous allez voir, si vous faites une approche du langage, c'est la même chose qui est utilisée par les organes officiels du Maroc quand ils font l'objet d'une déclaration du Parlement européen. Donc ils disent que l'Algérie est derrière et ainsi de suite. C'est les mêmes éléments de langage qui sont utilisés. Mais cela se traduit-il par quelque chose de concret sur le terrain ? Absolument pas. Et le but, non plus quand je dis ça, ce n'est pas d'aller dans ce sens du durcissement de la situation, mais je pense qu'à un moment donné, mais ceux qui vous diront aussi, Boukhalifa, que c'est une position politique,
cette résolution. Si aussi on parle des accords qu'il y a entre l'Algérie et l'Union européenne, et le Parlement européen représente un peu donc ces peuples européens, l'institution européenne, et beaucoup d'observateurs vous diront que c'est une vraie gifle pour le régime algérien par rapport donc à la question des droits de l'homme et au respect des droits de l'homme. La preuve, la réaction du Conseil de la Nation, du Parlement européen, les mots qui ont été utilisés dans l'APS. Boukhalifa Boulmam. Je pense qu'il faudra revenir sur des éléments très très factuels. Qui est le client et qui c'est qui a des services à vendre. Donc aujourd'hui, l'Union européenne en grande partie dépend pour le marché énergétique dépend de l'Algérie d'une part, donc ce qui fait que ce sont des obligés de l'Algérie. 10%, pas dépend. Il y a peut-être une petite partie. Ça c'est un peu compliqué parce que les Allemands qui étaient quand même les principaux clients de la Russie, donc se sont vus plomber un des canaux qui permettait l'acheminement du gaz et le reste ils l'ont plus, donc ils se sont abattus. Donc contrairement à ça, l'Algérie, même avec 10%, ça reste un partenaire qui peut qui peut les embêter. Il faut pas sous-estimer ce que c'est que les 10%. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que en Europe, le prix de l'électricité, par exemple, s'est aligné sur celui du gaz. Il est aligné sur celui du gaz. En France, l'augmentation du prix d'électricité a été très mal ressentie, très mal vécue. Ce qui veut dire que l'impact social sur ces pays-là, un pays comme la France, parce qu'il y a eu des décisions européennes qui ont été très mal perçues. Mais pour revenir à ça, oui, quelque part, elle est politique, la déclaration, mais il faut se projeter un peu dans un futur proche. Il faudra se projeter dans un futur proche. On va donner la parole parce qu'on a aperçu... Ces députés-là dont on parle, l'idéal, ce serait quand même que ces députés dans leur propre pays, dans leurs propres assemblées, puissent faire bouger les choses. Et ça, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas le Parlement italien, encore moins le Parlement espagnol, et encore moins le Parlement français décider de faire une motion rappelant à un partenaire comme l'Algérie de respecter minimum un standard des droits de l'homme. Et c'est là où le bas blesse. C'est qu'à l'intérieur de leur pays, ils ne le font pas. Très bien. Restez avec nous, Boukhalifa Ben Ma'ammar. On a aperçu Nordine Aoussat qui est avec nous, écrivain, conférencier. Nordine Aoussat, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nassal, bonsoir, c'est Boukhalifa et salam alaikum à tous les téléspectateurs d'Al-Marabia et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Nordine. Nordine, sur cette résolution du Parlement européen, comment peut-on la lire, comment peut-on la prendre? Est-ce qu'elle est symbolique? Est-ce qu'elle a un sens politique? On a vu bien sûr la réaction du Conseil de la Nation à travers ou par le biais de son président Salah Goudjil, mais aussi le Parlement algérien qui parle de dérapage dangereux, mais aussi qualifie donc cette résolution d'émission dans les affaires internes de notre pays ou de l'Algérie. Votre réaction, c'est notre. Donc, je dirais, pour commencer en deux mots, bis repetita, hein, donc c'est la même chose. À chaque fois qu'il y a une résolution du Parlement européen, la dernière, je pense qu'elle date de pas loin de 2 ans, toujours la résolution qui vient du Parlement européen, elle est factuelle, elle est basée sur des faits, et là, c'est ce que je lis dans le point A de la résolution qui commence par rappeler que Al-Qadi Hassan a été arrêté sans mandat. Il cite la date, le 23 et la nuit du 23 au 24, il a été arrêté au 24 décembre 2022, il a été arrêté sans mandat. Donc l'Algérie, si elle avait quelque chose à dire de factuel, ils auraient dit, ou ils auraient répondu par bien entendu le canal approprié, que non, il y avait un mandat. Donc ça commence par des faits. Ensuite, on rappelle plus loin
qu'il y a, depuis le début du Hirak, il y a 11 journalistes qui ont été arrêtés et qu'il y a, il me rappelle encore la position de l'Algérie en matière de liberté de la presse, 136 sur 180. Vous avez remarqué, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, même Abdelmajid Tebboune avait réagi à ce classement de RSF et Reporters sans frontières. Donc, il y a des points tangibles, il y a des points factuels qui sont dans la résolution et l'Algérie, comme d'habitude, réponse, je dirais, pathétique et pitoyable, toujours à geindre, à se lamenter, ingérence internationale. Mais dans quel cadre il y a cette ingérence? Il est rappelé dans la résolution que c'est dans le cadre des relations bilatérales, de la coopération entre le Parlement européen et l'État algérien, dans lequel il est dit dans les principes de cette coopération qu'il doit y avoir une avancée vers plus de démocratie et plus de respect des droits de l'homme, dont notamment et en premier la liberté de la presse. Donc, si, comme l'a dit tout à l'heure Boukhalifa, chambre haute ou chambre basse, quelle qu'elle soit, répondez par des factuels. Et pour répondre juste en 2 mots pour ta question, est-ce que c'est une résolution politique? Heureusement. Bien entendu. Donc le Parlement européen, bien que c'est aussi une chambre de législation, mais c'est aussi, elle représente les partis politiques des pays membres de l'Union européenne et la résolution, elle a un caractère éminemment politique. Et les termes qui ont été utilisés par l'APS pour aussi montrer que cette résolution, entre guillemets, n'a pas de sens. Comment peut-on les lire, ces termes? Par exemple, je cite là la résolution qui demande aux autorités algériennes de libérer Ihsan El-Qadi est un ramassis de contre-vérités et de faux jugements qui dénotent clairement une volonté obstinée de nuire à l'image de l'Algérie. L'affaire Ihsan El-Qadi n'est pas liée à la liberté de la presse. Il s'agit d'un délit de droit commun. Oui, encore, c'est un mensonge éhonté. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps Maître Nabila Smaïl, qui était avocate de Qadi Ihsan, qui disait que le dossier était vide. Le dossier était vide. Il n'y avait rien. Si c'était le cas, l'Algérie, par le canal, encore une fois, approprié, ils n'ont qu'à répondre, c'est pas pour rendre compte, c'est pas pour se justifier, mais pour répondre à un reproche ou une accusation précise par une réponse précise et de leur dire non, il y a eu un procès en bonne et due forme et de toutes les façons, d'ailleurs, il y a un procès en appel. Et quand normalement il y a un procès en appel, je pense, je ne suis pas juriste, aussi bien de la part du Parlement européen que de la part de la justification qui est avancée par cette communiqué que vous venez de citer, Sinassal, je pense qu'il y a faute des deux côtés. Le Parlement européen n'a pas à demander la libération de quelqu'un qui est passé en jugement, et ils ont à faire des remarques, à faire des réserves, à soulever, je dirais, une attention par rapport au déroulement du procès, mais pas à s'immiscer dans la décision du tribunal. Non, je ne pense pas. Comme d'ailleurs la résolution 6, d'ailleurs, où on demande aux autorités, aux ambassades des pays respectifs de l'Union européenne d'assister au procès, d'avoir accès aux journalistes. Je ne sais pas, je pense que là, il y a
un cran, il y a un niveau qui a été dépassé, quoi. C'est-à-dire que il y a tout à fait, on est allé un peu loin, je suppose, hein, d'accord, parce qu'il y a normalement les organisations qui sont habilitées à faire cela, et ce ne sont pas des chancelleries ou à aller visiter des prisonniers. Donc dans les prisons algériennes. Juste pour rappeler aussi qu'elle a été votée par la majorité, Sinourdine. Il y a presque à 530 députés qui ont voté pour. Restez avec nous, Sinourdine. On a été rejoint par Si Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui est avec nous depuis Alger par téléphone. Si Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir à tous les participants. Bonsoir à tous ceux qui suivent l'émission. Merci beaucoup, Si Mohamed. Merci. Juste pour rappeler que vous êtes analyste sécuritaire. Mohamed Khelfaoui, comment peut-on lire cette dernière résolution du Parlement européen, bien sûr, qui condamne la situation des droits de l'homme, il y a aussi appel à la libération de Hassan Qadi et à tous les journalistes emprisonnés en Algérie. Votre réaction, c'est Mohamed Khelfaoui. Pour ce qui est du Parlement européen, je crois que tous les participants, tous les intervenants ont dit suffisamment. Bon, on peut être pour, on peut être contre, on peut s'abstenir des choses. Mais personnellement, vis-à-vis de ces institutions finalement internationales ou continentales, je considère qu'elles ont perdu de leur crédibilité. Et parce que bon, maintenant tout est clair, surtout après ce qui se passe en Ukraine, bon, dans la Russie et l'Ukraine, les dispositions des États-Unis à condamner, à faire et à ordonner, alors que pendant que toutes les institutions se taisent. Lorsque nous voyons ce qui se passe ici et là, surtout en Europe, ces institutions-là ne bougent pas le petit doigt. Et pour ce qui est de l'Algérie, oui, bon, peut-être que l'Algérie leur a donné l'occasion d'intervenir, de dire quelque chose, mais du point de vue crédibilité, d'autant plus qu'ils n'ont aucune force d'action. Du point de vue crédibilité, je considère que il vaut mieux se passer de, même si, non encore, j'allais dire, même s'ils peuvent renforcer un peu la lutte pour l'ouverture et pour les libertés, mais non, en fait, ils ne renforceront rien du tout. Un Parlement corrompu, eux-mêmes qui le disent, un Parlement corrompu par qui? Par un petit pays du tiers-monde. Alors là, vous imaginez un petit peu, il n'y a que le nom, hein. L'unité de l'Union européenne, le Parlement européen, en fait, ils sont aussi tentés que nos petits parlements. Voilà. Mais est-ce qu'il faut parler d'une corruption, si on peut dire, systémique, ou juste quelques députés qui étaient peut-être suivis pour corruption? On ne peut pas parler de leur reprocher la légitimité de ce Parlement, Si Mohamed. Non, on ne peut pas dire que ce sont tous les députés, d'ailleurs ce ne le sont pas. Mais quand on cherche à corrompre, on essaie de corrompre ceux qui peuvent agir dans l'option, dans la vision qui nous concerne. Donc je vais voir X, Y et Z et pas A, B et C. Je vais voir ceux qui peuvent apporter quelque chose dans ce que je veux moi, dans l'orientation du vote ou de disposition du Parlement ou de toute autre institution. Même l'ONU elle-même, elle a eu des SG qui ont été touchés ici et là par des genres de corruption. Les presses, pas la presse, toutes les presses internationales. Donc vous pensez que ce Parlement européen a dépassé ses prérogatives, d'après vous, si Mohamed Khelfaoui, comme le Conseil de la Nation et le Parlement algérien ont parlé d'émixtion dans les affaires internes de l'Algérie? Je ne dis pas qu'il a dépassé ses prérogatives, non. Non, parce que, étant donné qu'on a signé l'accord d'échange avec l'Union européenne, donc nous avons accepté les conditions.
Et c'est une de ses prérogatives, c'est une de ses missions d'avoir un œil, d'avoir un contrôle ou d'avoir à dénoncer ici et là de ce qui n'est pas en intelligence avec ce qui est signé, avec le document de l'Union européenne. Je ne dis pas qu'ils sont pas, ils peuvent le dire, et c'est tout. Mais je vous dis que leur crédibilité n'est pas, et franchement entachée, elle est entamée même. Elle est entamée depuis quelque temps, la crédibilité de ces institutions européennes en particulier, et internationales de manière générale. Très bien. C'est Mohamed Khelfaoui, oui. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et j'aimerais entamer bien sûr le deuxième thème de cette émission, bien sûr, oui. qui est l'édito d'Al Jaish, qui est apparu cette semaine. Bien sûr, l'édito parle des années 90. Vous êtes analyste sécuritaire, vous pouvez nous éclairer par rapport à cette question aussi. Le titre de l'édito, le peuple algérien ne se laissera pas leurrer par deux fois. Bien sûr, il revient sur les événements ou ce qu'a vécu l'Algérie dans les années 90, il parle du terrorisme. Pourquoi revenir à la question des années 90, ce qu'a subi l'Algérie, et à la question du terrorisme, pourquoi la soulever maintenant, si Mohamed Khelfaoui? L'Algérie n'est plus l'Algérie des années 90, on parle d'une Algérie de 2023, avec une génération qui est nouvelle, des aspirations qui sont nouveaux aussi. On l'a vu en 2019, cette révolution pacifique. C'est Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui? On a perdu Mohamed Khelfaoui. On va essayer de l'avoir une autre fois, très rapidement, Inch'Allah. Je vais passer la parole à Boukhalifa Ben Ma'ammar. Boukhalifa Ben Ma'ammar, je ne sais pas si vous avez entendu ma question à Mohamed Khelfaoui. J'aimerais bien avoir votre analyse par rapport à cette question. Pourquoi cet édito, donc le titre « Le peuple algérien ne se laissera pas leurrer par deux fois », il parle de l'extrémisme, il parle du terrorisme, il parle des années 90. Et là, je cite, « L'extrémisme violent est un phénomène dangereux qui, en de nombreuses occasions, est la source du terrorisme car il compromet la paix, la sécurité, le développement durable et les droits de l'homme. » La difficulté d'évolution du discours politique chez nous, c'est parce que réellement on a mis la poussière sous le tapis. C'est pas parce que Bouteflika avait fait voter la fameuse loi de Rahma, Al-Qanun Rahma et tout ce qui se passe, c'est qu'on a réglé, qu'on a soldé l'histoire des années 90 où l'Algérie vit un peu aussi les relents de la triste réalité, c'est qu'il y a des plaies qui sont béantes, qui ne sont pas refermées, il y a encore une mémoire qui est traumatisée, il n'y a pas eu un travail là-dessus, il n'y a pas eu un travail de justice là-dessus, et ce n'est pas le pouvoir en place qui va le faire. D'une certaine manière ou d'une autre, ça va être toujours une espèce de fonds de commerce qui restera comme une insulte à la mémoire des victimes, quel qu'en soit le bord ou le statut. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que dès qu'on commence à jouer sur ces questions-là, bien sûr qu'on se présente comme étant le mur protecteur, parce qu'on a agité l'épouvantail, on a agité. Il y a une mémoire traumatisée. Il suffit juste de la titiller un peu pour qu'elle se mette en branle. Bien sûr, on ne peut pas nier ce qu'on a vécu dans les années 90. Ce n'est pas si loin que ça, même s'il y a un renouvellement de génération avec de nouvelles aspirations. Il y a eu quand même ce poids qui est très lourd et sur lequel il faudra de toute façon impérativement revenir. On ne pourra pas en faire l'impasse. Après, dans l'état actuel que nous avons, vous avez un chef d'état-major qui est proéminent, vous avez ouvertement la décision politique qui revient toujours au pouvoir de fait et au pouvoir réel qui reste incarné aujourd'hui par
par les militaires. Donc, l'organe central du ministère de la Défense devient de fait l'organe central du pouvoir en place. Donc l'éditorial qui est fait, on a eu ça en 2019, on a eu ça en 2020, en 2021 et en 2022. Et encore une fois, donc surfer sur la vague de la peur, de ce qu'il y a, c'est une manière de se recoquiller, et puis c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'aussi, encore une fois, ce pouvoir se retrouve dans une certaine position où il ne peut pas incarner une vision d'avenir. Il ne propose pas de vision d'avenir. Il ne peut pas, du fait de son déficit structurel de légitimité, de son déficit structurel d'adhésion, tant qu'il n'y a pas de transition politique, on ne peut pas, on aura toujours des avatars du régime. Voilà, et puis vous avez une tentative, une forme de néo-boumedienisme où on reprend un peu les vieilles recettes. Voilà, et puis vous avez le président qui essaie d'incarner une position, une posture assez dure, assez sévère, assez violente. Mais ça ne va pas plus loin que ça, au fait. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en train de m'entendre, Boukhalifa Ben Mahammar. Oui, je vais revenir sur, bien sûr, le reportage de la NTV par rapport à la question de l'édito Al-Jaish. On regarde juste cette vidéo et je reviens à mes invités très rapidement. الشعب الجزائري لا يلدغ من جحر مرتين، عنوان افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير، عنوان سلط الضوء على الحرب الضروس التي خاضتها الجزائر وحدها على مر عشرية من الزمن ضد الإرهاب، وتمكنت من القضاء عليه بفضل تضحيات جسام قدمها الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية مسنودا بالشعب. فالجزائر أدركت مبكرا أخطار الظاهرة الإرهابية وخلفياتها وأبعادها. تبرز الافتتاحية مستدلة بما أكده رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أن الجزائر تمكنت في تسعينيات القرن الماضي من مواجهة ودحر شرور الإرهاب وسط غياب شبه كلي للدعم. Donc ça, c'était le reportage de l'ENTV par rapport donc à cet édito del Jaish qui, je rappelle le titre, le peuple algérien ne se laissera pas leurrer par deux fois. C'est Nordin Aoussat, je vais revenir vers vous par rapport à cette question. Pourquoi donc revenir sur les années 90 sur cette question du terrorisme, et là je cite un passage donc de l'édito. L'Algérie a su dans les années 90 du siècle dernier faire face à vaincre les maux du terrorisme en l'absence quasi totale du soutien matériel et moral attendu de la communauté internationale. Et elle poursuit aujourd'hui avec le même esprit ses efforts pour soutenir ses frères dans son voisinage immédiat au niveau continental dans leur lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, inspiré par son expérience à la fois amère mais aussi victorieuse. Pourquoi revenir donc tout le temps aux années 90, à cette question du terrorisme, c'est Nordin. Pour une raison très logique, ce pouvoir manquant cruellement et structurellement, comme ça a été dit, de légitimité démocratique, de légitimité populaire, est fondé essentiellement sur, je dirais, la prépondérance du commandement militaire. Ce pouvoir, bien entendu, il fait recours, ou bien il s'appuie sur ce qu'il pense être la source de sa légitimité. Or, ce pouvoir, il ne le comprend pas, mais lui, il le pense comme ça, ils en sont convaincus. C'est ça le problème, c'est que leur légitimité est fondée sur deux faits, la guerre de libération, dans les années 50, 54-62, et le deuxième, la guerre contre le terrorisme.
La guerre contre le terrorisme dans les années 90, c'est ce qui fonde leur légitimité récente, et leur légitimité ancienne, c'est la guerre de libération. Or, ni dans l'une ni dans l'autre, ils n'ont de légitimité. La première, ils ont fini par écraser l'armée de libération de l'intérieur. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Donc, c'est ça. Et d'où ce retour à ces années 90. Or, à Sénassal, qu'on soit bien d'accord, s'il y a un discours extrémiste qui est délictueux, c'est-à-dire qui forme un délit en soi, qui est contraire à la loi, ils n'ont qu'à actionner la justice. Et toute personne tenante d'un discours violent, d'un discours qui menace la stabilité, la sécurité, il n'a qu'à être jugé. Qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans, le chef d'état-major? Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il faudra poser, je dirais, bien les points et souligner les points importants. Cette fois-ci, le chef d'état-major, il nous parle de l'école, il nous parle de la cellule familiale. Actionner la cellule familiale et l'école dans ce combat. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que vient faire Chengueria sur la question de l'école? Qu'il y ait de l'idéologie ou pas dans l'école, c'est un débat de société, c'est un débat politique, c'est un débat entre les courants, les composantes de la société civile, mais pas celui du chef d'état-major. Il n'a aucun mot à dire sur l'école. On va faire réagir, c'est Mohamed Khelfaoui. Je vais revenir à vous très rapidement, parce qu'on me dit qu'on a encore, on a avec nous Mohamed Khelfaoui. Si Mohamed, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Désolé, on vous a perdu. Sur cette question donc de l'édito El-Jaish, vous avez entendu Nordin Aoussat. Pourquoi donc revenir sur cette question des années 90, sur le terrorisme, alors que les défis de l'Algérie maintenant sont différents de ce qu'ont vécu les Algériens dans les années 90? Les défis sont différents, c'est certain, c'est toujours le défi du développement économique, social et tout ce qui s'ensuit, c'est vrai. Revenir sur la question, c'est avouer que le terrorisme pose toujours problème, c'est-à-dire que l'intégrisme, l'extrémisme pose toujours problème, et pour cela, je rappelle le feu Ammari, Mohamed, qui était le chef d'état-major à l'époque, l'avait bien dit à la télé algérienne que le terrorisme est vaincu sur le plan militaire, mais les ingrédients sont toujours là qui le maintiennent en vie. Le répéter aujourd'hui, c'est dire que la source, l'élément moteur du terrorisme, de l'intégrisme, est toujours là, il n'a pas été affecté et qu'il continue d'agir. Ah, ça veut dire que depuis 30 ans, nous n'avons rien fait ou nous n'avons pas fait grand-chose. Il s'agit donc de se poser la question et de se donner le traitement qu'il faut. Mais aussi la question si Mohamed, la question de la réconciliation nationale. Donc la réconciliation nationale n'avait pas fonctionné, si on peut dire. Mais je vous dis que il y a soit on n'a rien fait, soit on a fait peu de choses. Il y a eu la réconciliation, il y a eu même avant, il y a beaucoup de propositions et de choses qui ont été faites, la réintégration de certains éléments qui faisaient partie des groupes extrémistes, il y a eu. Mais si jusqu'à aujourd'hui, on nous répète, ou là on nous dit, il y a du terrorisme, qu'un groupe s'est rendu, ou là que 4 terroristes ont été abattus, etc., ça veut dire qu'il est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Posons le problème à l'échelle nationale, essayons de le résoudre. Ça devient un phénomène très dur, récalcitrant, qu'on n'arrive pas à évacuer. Il est vrai, lorsqu'il parle que nous aiderons nos amis, nos frères au sud, oui, ils sont menacés. Et nous savons d'où vient le terrorisme, nous savons qui alimente le terrorisme, nous savons qui l'entretient financièrement. Maintenant, ce n'est plus un secret. Même avant, c'était un secret de polichinelle. Donc,
Il faut se mettre, il faut rester sur ses gardes là aussi. Mais les observateurs qui parlent, qui disent que le pouvoir algérien ou le régime algérien utilise comme épouvantail donc la question du terrorisme. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cette approche? Est-ce qu'il y a une exagération, si on peut dire, chaque fois qu'il y a une impasse politique, une crise politique, ou des crises, ou des multi-crises, si on peut dire? C'est Mohamed Khelfa. Non, le problème, c'est que nous l'avons vu. Il a existé, il existe encore, d'accord, avec une faible intensité, certes. Mais il est là, donc dire qu'on l'utilise comme épouvantail, il suffit de le faire disparaître. On parle aujourd'hui de certains discours un peu extrémistes, un peu haineux, etc. Bon, et si ces discours-là, moi je ne les ai pas entendus à la couleur, mais si ces discours sont toujours là, eh ben, ça veut dire que le terrorisme, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour avertir, c'est pour au contraire sensibiliser et appeler les gens à prendre conscience et à être sur leur garde. Moi, je souhaite qu'il n'y ait pas ça, que ça soit du faux, qu'on avance. 30 ans après, je crois que nous l'avons vaincu, mais si ça existe, je suis, encore une fois, je suppose, je n'ai rien entendu, ni du point de vue discours, ni du point de vue activité, mais à travers la presse, ou à travers la télé, j'entends ici et là des informations dans ce sens. Maintenant, ceux qui disent on l'utilise comme épouvantail, ne nous intéresse pas. Il faut qu'on prenne conscience que si on veut aller de l'avant, il faut que l'élite prenne un peu de maturité. Il faut que la peur disparaisse du pays, la peur d'un changement, la peur d'un pas vers l'avant, comme on le souhaite depuis 1954. Il faut qu'on gagne en maturité, il faut qu'on gagne en courage, il faut que la peur s'efface pour que l'on puisse avancer sans craindre pour notre pays, pour nous-mêmes, pour les biens des personnes, pour les personnes et leurs biens. C'est-à-dire que lorsqu'on est responsable... Finissez votre idée, j'allais dire, quand on est responsable de la sécurité des personnes et de leurs biens, lorsqu'on est responsable du pays, et bien évidemment, nous craignons tout ce qui bouge de manière anormale, tout ce qui peut m'avertir. Je le crains et en conséquence, je ne cherche pas à changer des choses qui peuvent favoriser justement l'ennemi ou le mal intentionné. Ennemi, j'aime pas trop utiliser, mais le mal intentionné. Nous avons vu, on aurait pu faire quelque chose sur l'Irak, à faire avancer la chose, mais malheureusement, l'élite a déçu, voilà. Je le dis franchement. Est-ce que vous pensez donc très rapidement, Mohamed Khelfaoui, que le Hirak ou la révolution qui a commencé en 2019, c'était une chance pour l'Algérie? Oui, surtout que on avait dépassé donc les fractures entre des pans entiers de société et d'idéologie. Nous avons appelé à l'union nationale définitivement et pour le meilleur et contre le pire, tous la main dans la main. Nous avons appelé Jish ou Shab Khawa Khawa, pas de Kabyle, pas de, je sais pas où ni Est, ni Ouest, ni ceci, c'est l'Algérie une et indivisible. Nous sommes allés, c'est-à-dire très loin dans les choses à nous. On aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, je le dis, et même si des gens vont me le reprocher, mais je dis ce que je pense, je dis ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Nous avons raté, on a manqué de perspicacité, on a manqué de sagesse, on a manqué de vision. Voilà. Barakallahu fik, c'est Mohamed. Yatik Saha, merci beaucoup. Désolé parce que le temps nous presse. Et très rapidement, 30 secondes, si Nordine, je vous laisse le mot de la fin. Tout simplement, vous venez de le dire, c'est-à-dire l'Algérie a raté une occasion en or, le pouvoir, je veux dire, parce qu'il ne veut pas changer. Sinon, pour sortir de cette zone de turbulence, il faudra, je dirais, régler une bonne fois pour toutes la question de la légitimité. Il faut que les militaires rentrent dans leur caserne et laissent la politique aux civils, laissent la politique aux politiciens.
soutien. Je pense que c'est là qu'on va faire de la politique et c'est avec la politique qu'on peut gérer et diriger notre pays vers une démocratie, vers un État stable. Parce que le militaire ne raisonne que militairement, par la force, la violence. Et pour lui, la violence, je dirais, c'est son fonds de commerce. Et parce que, comme ça, violence contre violence. Mais on veut de la politique, on veut de la légitimité, on veut une vision, on veut un pouvoir civil. Barakallahu fik, c'est Nordine. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Je vous remercie. Tous mes invités, Mohamed Khelfaoui, Boukhalifa Ben Ma'ammar, Nordine Awsati, Abdou Semmar. Aussi, je remercie l'équipe technique. Je vous trouve dans d'autres émissions, Inch'Allah.